Bonjour, mesdames, messieurs. Un livre, Le journal du voleur de Jean Genet, mieux que d'autres traite de ces contraires que sont l'art et la vie. Il démontre comment la vie, sa réalité telle que nous l'apercevons au quotidien, se transforme dès qu'elle devient de l'art. Un livre dont le génie réside dans son aptitude à ciseler les situations, à dessiner le lieu exact où la vie se métamorphose en art. Comme si des fragments de vie pouvaient changer de combinaison chimique en se dissolvant dans l'acide. Aucun objet, de fait, n'est assez répugnant, assez abject, assez repoussant, aucun abîme n'est aussi profond pour ne pas être transgressé, rendu secret ou sacré. Ce qui est étrange, c'est qu'avant même d'être transformés par Genet, les objets, les proxénètes et les voyous étaient déjà ensorcelés. Il ne leur suffit que d'une seconde de logique pour acquérir un autre statut. Il ne reste plus alors à Genet qu'à les rassembler pour en faire de magnifiques bouquets. Un autre élément intervient dans cette approche qui tente de faire œuvre d'art de l'humain. Les hommes deviennent des objets que Genet traite tel un matériau, comme le créateur l'argile. Paradoxalement, il les humanise en parlant d'eux comme de pierres, des cristaux ou des joyaux, abolissant ainsi la frontière entre l'organique et l'anorganique. Il n'est guère d'autres livres, hormis le journal du voleur, que j'ai découvert dans les années 60, susceptibles d'illustrer de manière plus paradigmatique le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir le glissement, l'alternance et la vie et vient entre l'art et la vie, mais avant tout nous signaler ce que doit être l'art et ce qu'il ne saurait être et qui demeure. À l'époque, les livres de Jean Genet m'apportaient bien davantage que tout enseignement de quelque académie. Ils représentaient pour moi l'évasion hors du temps. Après Goethe, Schiller, Stefan Gork, Rilke, Stifter et d'autres, il m'était donné de découvrir une poésie qui éclipsait toutes les autres, qui bouleversait toute chose, qui affirmait au lieu d'argumenter. Je découvrais une nouvelle forme d'amour, une force d'attraction s'exercer sur moi identique à celle qui attire les pêcheurs au fond de la mer ou au pouvoir de la chevelure de Loreley. Je me déguisais en femme et me photographiais, puis je créais les livres composés d'aquarelles et de photos tels celui que vous voyez ici et dont le titre est « Pour Jean Genet ». Ça, il faut tourner un peu la tête. Oui, non. Et en 1970, sans savoir où il se trouvait, peut-être en Palestine, je lui ai envoyé un exemplaire. Il se peut qu'il soit toujours à la poste. Pour préparer ce cours, j'ai relu le journal du voleur afin de m'imprégner de son sens de la poésie, de sa conception de l'œuvre d'art, de ses théories esthétiques. Encore aujourd'hui, je ressens la même fascination pour la dichotomie qu'il entretient entre lumière et noirceur, chair et cristal, pour sa recherche de la dualité entre sainteté et abjection, pour l'expression de la solitude. J'aimerais m'attarder avec vous sur quelques passages du journal du voleur que j'avais soulignés d'autrefois, afin de mieux vous faire comprendre ce qu'est l'art pour moi. Le livre raconte les errances de l'auteur à travers l'Andalousie qu'il parcourt en mendiant. Le jour,
il va de ferme en ferme solliciter quelques pesettes et la nuit il dort dans les fossés. La plupart du temps, il est refoulé et chassé par les chiens. On songe au récit de Tannhäuser dans Rome, où les héros poussent l'ascèse si loin qu'il s'interdit de voir la beauté de l'Italie, qu'il traverse à pied en pénitent dans le seul but d'obtenir le pardon du pape pour le pire des péchés qu'un homme puisse commettre, s'être attardé sur le mont de Vénus. Tannhäuser s'est à tel point éloigné du bien qu'il n'entrevoit plus la possibilité d'un retour vers Dieu. Le pape lui dit alors, de même qu'aucun bourgeon ne poussera de ses chapeaux, celui qui s'est attardé sur le mont de Vénus ne connaîtra pas le pardon. Permettez-moi de m'attarder à mon tour quelques instants sur la légende de Tannhäuser. De même que chez Genet, notre héros est exclu pour un acte passé. L'acte, on ne peut plus grave d'avoir renié Dieu et le bien, un acte qui lui interdit toute rédemption. De retour de sa quête en pénitent dans l'opéra, la musique se fait alors des plus belles, des plus émouvantes, et l'accompagne pour crier son dépit, elle ouvre à son désir, elle crée la distance, l'incommensurable distance qui le sépare des hommes. Elle lui permet enfin d'accepter la rupture définitive avec les hommes, d'en faire sa destinée, de l'accepter. Et cela bien qu'il sera sauvé par une femme, Élisabeth, qui l'implore et qu'il chante « Élisabeth, Élisabeth ». Mais n'escomptons aucun happy end chez Genet, dont l'ambition n'est pas de réinsérer la communauté du bien. Tout en ne s'interdisant pas d'apprécier la beauté du monde, il ne cherche pas l'ascèse afin d'obtenir le pardon par ses excès d'un juge séculier désigné par Dieu. Tout en reconnaissant que la beauté est trompeuse, qu'elle n'est qu'apparence et illusion, il refuse d'en être la victime ou la dupe. Ne se fiant pas aux apparences, il se comporte à leur égard en philosophe. De manière ontologique, il ne se laisse pas séduire par la beauté, mais il l'explore et trouve en somme la réponse dans sa poésie. Mais il s'agit pour lui d'une distance acceptée en tant que destinée, une distance qu'il a inscrite au plus intime de lui-même, une distance dont il est la mesure. À l'inverse de Tannhäuser, il ne tente pas le retour, il ne cherche pas à faire pénitence, ni à obtenir une quelconque rédemption. Au contraire, il écrit « Mes rapports avec les hommes commençaient d'être ceux des hommes habituellement avec les choses. » La poésie de Genet est une poésie de la distance et consiste à traiter les objets au même titre que les hommes et inversant. Je voulais être un rocher, j'avais mes compagnons, le royaume des minéraux. Mon aventure avec Stilitano reculait dans mon esprit, lui-même s'amenuisait. Il n'était qu'un point brillant d'une pureté merveilleuse. Geste figé, fixé à jamais dans le passé, il composait un objet solide, indestructible, puisqu'il était obtenu de ces quelques détails inoubliables. Ou encore, mais il est peu important que je sache voler admirablement pour mon profit terrestre. Ce que j'ai recherché surtout, c'est d'être la conscience du vol dont j'écris le poème. De fait, il n'a peut-être jamais volé, mais il voulait être la conscience du vol. Étrange expression que cette conscience du vol, d'autant que nous ne sommes en vérité responsables qu'envers notre conscience.
On a donc affaire ici à une poésie de la conscience. Les contingences sont abolies. Dès qu'il écrit de la poésie, Jean Genet ne dépend plus de rien, pas même du vécu, qui devient dès lors poésie, qui ne densifie avec la poésie. Il est étonnant de constater de quelle manière le mot « conscience », qui appartient au registre de la morale, est déconnecté de la notion d'éthique pour s'appliquer au vol, habituellement considéré comme étant amoral, voire criminel. Le génitif dans « conscience du vol » sépare irrévocablement le domaine de la vie de celui de l'art. Sa vie, ses obscénités, ses perversions se dissipent pour devenir poussière sur laquelle se reflète la lumière qui à son tour se métamorphose en poésie. En lui, existence et poésie, l'art et la vie donc sont indissociables, ne font plus qu'un. Un peu plus loin, on peut lire « Poursuite de l'impossible nullité », Paul Valéry pense, quant à lui, à la parole comme moyen de se démultiplier dans le néant. Telle est l'aporie, l'absence de direction de l'art, une fois la réalité disparue, pose le problème de la voie dans laquelle avancer. On poursuit son chemin dans l'obscurité de l'instant que l'on vit. En effet, le présent est sans conscience. Ernst Bloch parle, lui, du Dunkel des gelebten Augenblicks. Il nous arrive parfois d'être surpris de constater qu'il existe quelque chose de très différent de ce que nous pensions avoir créé, et que nous remarquions que c'est encore très loin de nous pour que nous parvenions à l'atteindre. Jean Genet écrit « Prétexte à mon irisation, puis à ma transparence, à mon absence enfin, ces garçons dont je parle s'évaporent. Il ne demeure d'eux que ceux qui de moi demeurent. Je ne sais que par eux, qui ne sont rien, n'étant que par moi. Ils m'éclairent, mais je suis la zone d'interférence. Les garçons, ma garde crépusculaire. » Comme il est beau ce glissement sémantique qui exprime la perdition, le détachement et puis cette garde crépusculaire. Quel étonnant paradoxe que de voir cette garde qui habituellement exprime la protection, ce qui demeure une sorte d'enceinte ou de garde de corps sombrer dans la crépuscule. Ces garçons qui ne sont pourtant rien, puisqu'ils n'existent qu'à travers lui, évoquent l'image de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue chez les alchimistes et qui représente l'éternelle unité de toutes choses, incarnant le cycle de la vie. Il ne s'agit pas chez Genet de simple narcissisme, ni même de l'amour intransitif de Rilke, liebte alles, was ihm ausging, wieder ein, c'est Rilke, mais de l'abolition de contingence. Dans un premier temps, il s'imagine vivre à travers les garçons qu'il aime et qui n'existe que par sa poésie. Une poésie, en quelque sorte, sans figure ni lieu, qui a perdu son point de départ après avoir rompu le fil. Les extrémités de la corde se sont coupées, le transformant en une galaxie qui tourne sur elle-même dans l'immensité cosmique. La mort est omniprésente dans le journal du voleur, ou plus exactement en marge du récit, non pas au sens psychologique de l'alliance Eros-Thanatos chez Freud, mais dans la relation entre l'art et la vie. Écoutons Genet. Je parle de quelqu'un mort depuis toujours, c'est-à-dire fixé, car je refuse de vivre pour une autre fin que celle même que je trouvais contenir le premier malheur. Que ma vie soit une légende, c'est-à-dire lisible et sa lecture donner naissance à quelque émotion nouvelle
que je nomme poésie. Je ne suis rien qu'un prétexte. Un aspect intéressant se révèle ici. Jean Genet, l'artiste, tout au long de sa vie, ne parviendra pas à sa destinée par des voies détournées à travers un long apprentissage. Il ne ferait pas carrière non plus. Dès le début, il est un artiste, à l'instar du prophète. Pourchassé par Dieu, le prophète est traqué jusque dans sa cachette la plus reculée, où il est attrapé et contraint d'accomplir son destin. Il déclare alors qu'il a toujours été mort, ce qui revient à dire qu'il n'était pas destiné à mener une vie normale. De fait, qu'il était mort au sens trivial, au sens social du terme. Dès le début, il était légende, il était malheur. Souvenons-nous de l'histoire de Midrash contée dans la leçon inaugurale. Contrairement au bébé frappé à sa naissance par l'ange bienveillant et secourable, Genet, le poète, est né en sachant qu'il serait légende. Une légende à lire, mais qui ne peut être vécue et qu'il nomme poésie. Il ne se vit pas en tant qu'individu, mais en tant que prétexte. Il évoque sa vie non pas en énumérant les faits et en les interprétant, mais comme une traversée du temps et de l'espace. La biographie ne l'intéresse pas, il recrée une vie composée de fils chatoyants et de laquelle la mort toujours affleure. Je lis. Jusqu'à la fin ne suis-je qu'un chapelet d'émoi dont j'ignore les premiers. Par les crochets d'une gaffe accrochant en noyer pour le tirer d'un étang, j'ai souffert dans mon corps d'enfant. Se pouvait-il en effet qu'on cherchât les cadavres avec des harbans? Tel le prophète, Genet a une autre conception du temps, qu'il façonne sans avant ni après, sans cause ni conséquence. Tel le prophète, assis au centre d'une roue, il observe ce qui était et qui sera. Je lis. M'est-il possible d'affirmer que ceci est le passé et celui le futur? Tout jusqu'à ma mort est inclus dans une glaçon de soi. Magnifique métaphore que ce glaçon de soi. Elle nous fait songer aux microbes pris dans les glaces éternelles et qui, après une catastrophe écologique ou nucléaire, veilleront au renouveau ou à la poursuite de l'évolution. Quant à l'association de la glace, incarnation du froid, avec la soie, la chaleur du cocon protecteur, elle exprime en 3 mots la distance et la proximité paradoxale qui rapprochent et séparent l'art de la vie. Et que Nietzsche exprime ainsi. Qui es-tu, toi, le fou, qui a fui dans le monde devant l'hiver muet et froid, comme la fumée qui aspire à des ciels plus froids? Was bist du nah vor Winters in die Welt entflohen, dem Raucher gleich, der stets nach kälteren Himmeln sucht? Jean Genet n'essaie pas d'interpréter ces expériences, ni de les approfondir, ni même de les justifier. L'image arrive quand il n'y a rien à interpréter. Écoutons-le. Ne sachant à quoi correspond une pareille obsession de son texte et de sa force, je l'admirais. Ou encore, Armand faisait claquer sa ceinture de cuir et elle cravachait une victime invisible, une forme de chair transparente, l'air saignait. Alors s'ils effroyaient, c'est pour son impuissance d'être cet Armand que je vois lourd et méchant. Ne pas percevoir ces amants comme des êtres uniques,
entiers, mais comme des éléments, comme un matériau alimentant sa création artistique, relève du métabolisme, de la digestion de la matière vie. Genet s'approprie les détails, non pas à la manière d'un fétichiste pour qui le fragment est une totalité, mais comme les pierres d'une carrière pour construire un bâtiment. Il fait des bouquets des fragments de ses amants où il les hisse jusqu'au ciel, tels les cheveux de Bérénice. Il écrit « Je n'étais plus à côté de Robert ni même de Stilitano. Je me dispersais en tous les points du monde et j'enregistrais son détail qui éclatait en étoiles légères. » Non seulement Genet ne traite pas les hommes en tant qu'individus, mais il les métamorphose comme dans les contes, à l'instar de son ami Lucien, qu'il fait marcher sur les vagues avant de devenir un palais qui sombrera dans ces mêmes vagues. Je lis « En moi déferlaient des vagues formées par le mot Gestapo. Sur elle marchait Lucien, elle portait ses pieds crasseux, son corps musclé. Je m'émerveillais de croire siéger au fond de ce palais de chair le mal parfait, composant ce parfait équilibre de membres, de torse, d'ombre et de lumière. Le palais lentement s'enfonçait dans les vagues, il nageait au milieu de la mer qui bat la côte où nous marchions en lui-même, devant peu à peu liquide devint elle-même. » Quelques pages plus loin, Genet évoque la manière dont il façonne Lucien à partir d'un dessin qui s'inspire de ses propres aventures. L'esquisse qu'il réalise doit agir sur la personne de Lucien en la transformant. Genet ne se contente pas d'en extraire un détail et de ce fait travaille sur le vecteur vie-art. L'art agissant rétroactivement sur la réalité, ne se contentant pas uniquement de l'empreinte de la vie et des objets. Ce balancement, ce va-et-vient est ce qui ne peut être définitivement établi entre l'art et la vie. Écoutons-le. Afin de non d'installer Lucien dans le bonheur, mais pour qu'il émette du bonheur, je veux le travailler selon une image de lui que j'aurais préparée, amenée, esquissée d'abord par mes propres aventures. Quant à son autre ami, Stilitano, il le fait disparaître dans une nuée d'étoiles, le transforme en poussière. Il écrit, « Ce n'était plus même son souvenir que je transportais avec moi, mais l'idée d'un être fabuleux, lointain et proche, au point de me contenir. Il avait encore que brutale et dure l'inconsistance gazeuse de certaines nébuleuses, leur dimension gigantesque, leur éclat dans le ciel et jusqu'à leur nom. La poussière que je soulevais, c'était la matière impalpable, cependant que mes yeux brûlés cherchaient à percevoir les plus précieux détails d'une image de lui plus humaine et aussi inaccessible. » Comme nous avons pu déjà l'apprécier, le principe poétique chez Jean Genet consiste à attribuer la même réalité aux êtres et aux choses, à leur conférer le même amour. Il ne place pas l'homme au centre de la création, mais le situe à une place qui se meut entre celle de l'homme et celle de l'objet, une place comparable à celle qui oscille entre l'art et la vie. Autrefois, il était admis que l'homme était le couronnement de la création. Or, n'existe-t-il pas d'autre vie, là où nos sens et les engins ne peuvent accéder? Pour exprimer les mouvements de l'âme humaine, Genet s'entoure de toutes sortes d'éléments,
d'objets métaux, humeurs, diamants, fleurs, bannières, automne, vent, pluie. Je lis, c'est toujours à ceux que j'ai recours. Ils prolifèrent et me happent. Toutefois, cette forme ne se réfère à aucune comparaison classique, y compris le comme, qui ne relève pas chez Genet de la comparaison lyrique. Il est glissement, il convoque les éléments afin de créer un nouveau système qu'il ignore encore. Genet assimile non seulement la nature, mais également l'architecture, les palais, les maisons. À dire vrai, rien ne l'arrête, tout l'intéresse. Objet, histoire, celle des Mérovingiens, le Moyen-Âge devient chez lui une idée fixe, tout en demeurant fiction, un mouvement sans cesse recréé par la poésie. Il effleure à peine les objets, comme avec une baguette magique. Il cesse avoir d'être ce qu'il semble être. Écoutons-le. Je désirais être fait pour les cannelures des fausses colonnes ornant les façades, pour les cariatides par les balcons, pour la pierre de taille, pour cette lourde assurance bourgeoise qui s'exprime par eux. Genet utilise le terme cannelure, élément creux et courbe qui relie les verticales aux horizontales jusqu'au plafond et que l'on pourrait entrevoir comme un abri céleste, une frontière illusoire ouvrant sur l'infini. On se le représente blotti dans les cannelures à une hauteur vertigineuse, abri bienveillant autant qu'irréel qui semble nous préserver de la force centrifuge. Poursuivons la lecture. Je demeurais attentif à saisir ces instants qui, errants, ne paraissaient à la recherche comme les d'un corps, une âme en peine qui les enregistre et les éprouve. L'ayant trouvé, il cesse, le poète épuise le monde. Le poète ne puise pas dans le monde, il l'épuise. Il le consomme, il le broute à la manière dont, selon Roland Barthes, Jules Michelet broute l'histoire, afin d'instaurer un nouveau monde à sa place. Lorsque Jean Genet écrit, ce n'est pas pour nous faire part de sa vie ou de ses sentiments, mais pour édifier un ordre qu'il ignore encore lui-même. Il ne s'agit pas de ses sentiments même quand il évoque le sourire d'un beau garçon. De fait, ce sourire est autonome comme séparé du visage. Évoquant le sourire des gosses qui le charment, Genet écrit « Si je parvenais à le découper, à l'enlever du visage où il joue, à l'emporter dans ma poche, son ironie malicieuse me ferait accomplir des prodiges. » Il est intéressant ici de constater que l'enjeu n'est pas le contenu, ni une opinion, ni une valeur, mais uniquement le comment. De même que chez Cézanne, il ne s'agit pas de la montagne Saint-Victoire, mais de l'air qui circule autour. Et puis, il y a cet étonnant passage à la dernière page du livre. Il écrit « Serait-ce logique que ce livre entraînât mon corps et m'attira la prison ? Non, je précise encore, selon une procédure raide commandée par vos mœurs, mais une fatalité qu'il contient, que j'y ai mise et qui, comme je l'ai voulu, me garde comme témoin, champ d'expérience, preuve par neuf, de sa vertu et de ma culpabilité. » Étrange, en effet, cette chute qui indique un changement des directions brutales, une sorte de salto mortal,
dans lequel l'auteur cesse de parler de sa vie comme d'un matériau nourrissant son art, mais indiquant à l'inverse que c'est l'art qui l'entraîne et avec lui le livre, son corps, la vie en somme, vers ce lieu qui fut à l'origine de sa poésie, la Bagne. L'œuvre d'art, de ce fait, agit directement sur la vie. Elle est son destin. Au cours de ce prodigieux livre-poème qu'est le journal de voleur, Jean Genet puise sans cesse dans la vie et dans ses détails qu'il les dissèque, atomise pour enfin les rassembler selon les propres lois de son art. Puis, après avoir tiré toute la matière de sa propre vie, il fait machine arrière et alors, seul aux commandes, seul maître de son œuvre, il décide, au sortir d'une pensée singulière, de retourner vers la vie. Après être joué de la réalité durant presque 300 pages, après l'avoir électrolysé, l'avoir métamorphosé en de somptueux bouquets, en joyaux ou en galaxies, l'avoir malaxé, formé et déformé à loisir, l'avoir enfin réalisé secrète ou rendue irréelle, il se laisse entraîner de l'autre côté, de nouveau atterré par la prison. De ce fait, da capo, tout repart à zéro. Après avoir de manière inconditionnelle bousculé la morale en vigueur, Genet bouleverse la prodigieuse logique de son projet poétique, de sa théorie esthétique. Après avoir débusqué l'aspect illusoire des choses, avoir annulé, inversé, délusionné tout ce qui est communément admis comme étant la réalité et créé son propre univers, son propre système, il le dénonce. Pire, il le désavoue pour une audacieuse volte-face. Il tord le cou à toutes les choses, avec application telle un possédé, un dépravé déshumanisé, dépourvu du sens de l'existence comme comprimé en un diamant, fabuleuse concentration, qui est aussi illusion et qu'il brise. Jamais aucun poète ne m'a entraîné vers des abîmes aussi vertigineux, n'a suscité en moi une telle perplexité. Car jusqu'où peut-on aller plus loin? Quand je l'ai découvert, je n'ai eu d'autre possibilité que m'ouvrir à lui, de changer son chemin de rose. Dans les années 70, Genet semble avoir échoué au principe de la réalité. Ayant perdu depuis longtemps son bagne qu'il a consommé dans un art, je comprends qu'il ait recherché un substitut qu'il trouva dans son engagement auprès des Palestiniens, mais aussi des Black Panthers et de la fraction armée rouge du groupe Baader-Meinhof. Il ne s'est pas arrêté à sa très belle théorie sur l'art. Il n'a jamais cessé de chercher, toujours et encore, chercher jusqu'à ébranler sa propre théorie, mais en vain. À Paris, sa subversion, sa déshumanisation ont toujours été interprétées comme répondant à une morale supérieure, mais le fait de s'être engagé auprès des terroristes ternit brutalement sa réputation. Personnellement, j'entrevois dans son engagement l'essai infructueux de se soustraire à l'encercellement social. En partant au Moyen-Orient, il aurait pu rencontrer Osama Bin Laden. Jean Genet a ébranlé des tours, et quelles tours! Mais quelle est la différence entre les tours ébranlées par Genet
et celle de New York. Les images qui, le 11 septembre, ont fait le tour du monde n'étaient-elles pas d'une semblable beauté, d'une aussi belle et forte simplicité que la prose de Genet? Ne recelaient-elles pas une même richesse métaphorique? Or, pour Osama Bin Laden, instigateur de l'attentat des Twin Towers, il n'était question ni de vie, ni de l'acte en soi, ni même d'une simple action terroriste, mais de la fabrication d'images à des fins symboliques. Car, de fait, je suis convaincu que l'homme, en tant que tel, ou la revendication pour elle-même, ne l'importait guère. Tuer des hommes, de même qu'en sauver, tel n'était pas son propos. Son enjeu n'était autre que l'image produite et sa force d'évocation symbolique. Il a créé l'image la plus parfaite qu'il nous était donné de voir depuis celle des premiers pas de l'homme sur la Lune. Une image créée par l'imaginaire d'un homme du type de celle que certains artistes ont le pouvoir de produire. Une image proche de la perfection, une image dont le sens était également d'impliquer ses destinataires, non seulement virtuellement, mais idéologiquement et de manière concrète. L'ensemble des paramètres nécessaires à la fabrication d'une telle image étaient convoqués: la beauté, le caractère unique, l'évidence de sa simplicité, l'homogénéité de même que la polysémie, l'interaction souhaitée avec le spectateur. À cela, on peut ajouter la provocation parfois corollaire de l'œuvre d'art et recherchée, mise en scène par certains artistes. J'ai toujours été convaincu que le spectateur, l'amateur de l'art, parachève l'œuvre quand elle a quitté l'atelier. C'est en suivant cette logique que les chaînes de télévision prirent conseil auprès des réalisateurs d'Hollywood afin d'optimiser les images de l'attentat en les rendant plus belles, plus efficaces encore, confirmant ainsi la conception selon laquelle le spectateur contribue à la fabrication de l'image. À ce stade, nous devons nous poser la question suivante. Un producteur d'images, quel qu'il soit, doit-il avoir une conscience d'artiste pour que les images qu'il crée acquièrent le statut d'art? Pourquoi ne pas qualifier d'art certains magnifiques dessins d'enfants? Dans un autre ordre d'idées, pourquoi parle-t-on des créations en ce qui concerne les productions des malades mentaux et non pas d'art? Alors que, par ailleurs, quelle qu'elle soit, une production d'artiste réalisée avec une conscience subjective de création est considérée comme étant de l'art. Et qu'en est-il des peintures rupestres des grottes de Lascaux, de Chauvet ou d'Altamira? Leurs auteurs étaient-ils artistes? Est-ce de l'art? Ces images n'étaient-elles qu'utilitaires? Appartiennent-elles, comme il est dit souvent, au domaine de la magie pour mieux comprendre et maîtriser les animaux, par exemple? Quant à celles produites par Ben Laden, nous ne pouvons en décider et nous ne pouvons pas lui demander ce qu'il en pense puisqu'il se cache. Curieuse association et dissociation d'idées. Penserez-vous, ces deux artistes, le peintre rupestre et Osama Bin Laden, si l'on peut dire, sont inaccessibles par la même raison. Ils vivent ou vivaient tous deux dans une grotte. L'un et l'autre sont des stratèges de la fabrication d'images ayant une fonction magique. Nous avons là la démonstration patente de la confusion qui règne et, une fois encore, de l'incompréhension, à savoir que l'art n'a rien à faire avec la vie.
En revanche, un artiste tel que Daniel Buren, et je me trompe, et si je me trompe, il est avec nous pour me contredire, utilise depuis de nombreuses années un motif quotidien, les rayures, au demeurant banal avec lequel il opère en artiste, créant des sensations esthétiques, œuvres d'art, installations et performances. Je garde en mémoire l'intervention de Daniel Buren dans le métro en 1970 qui consistait en un affichage sauvage créant un vide dans 140 stations. Dans une intervention remarquable, un geste totalitaire, si l'on est comme seul l'art peut s'en offrir les moyens, l'artiste recouvrait l'ensemble des panneaux publicitaires de ces fameuses bandes rayées. Alors qu'étrangement, dans mon souvenir, les espaces publicitaires étaient totalement recouverts. Alors, je pensais que les rayures sont partout. Hein. Dans mon imagination, après, j'ai imaginé ça. Buren prenait ainsi virtuellement possession du réseau métropolitain à travers une occupation artistique de grande envergure. Quelle a dû être la stupéfaction des usagers du métro en découvrant la prolifération des rayures à la place des publicités qui sont généralement faites pour viser l'inconscient. Du jamais vu, tout à coup, quelque chose cessait d'être. Les amateurs de Buren furent les premiers surpris qu'un artiste puisse interférer à ce point dans une économie on ne peut plus contrôler. Un nombre incalculable de mètres carrés d'espace publicitaire était ainsi passé aux mains de l'artiste, célébrant un luxe, c'est de l'art. Maintenant, nous allons feuilleter ensemble un livre que j'ai réalisé en 1968 qui témoigne d'une action que j'ai faite en Allemagne et dont l'idée était d'inonder Heidelberg. Mais à la différence des Twin Towers, il était clair qu'il s'agit d'une action d'artiste. L'inondation de Heidelberg a été l'un de mes premiers travaux réalisés à l'École des Beaux-Arts. Il s'agissait d'une action reposant sur la situation géographique de la ville située en amont du confluent du Neckar sur le Rhin. Elle consistait en l'édification d'un barrage qui permet d'inonder la vallée du Neckar. Le dispositif devant permettre aux murs de rompre et d'inonder Heidelberg dès que l'eau affleurerait le parapet. À cette époque, je n'avais pas encore lu Genet et Bin Laden était dans les limbes. Notre professeur de l'Académie des Beaux-Arts s'inquiéta de savoir si j'avais pensé aux villageois qui, inévitablement, périraient emportés par la masse d'eau. J'étais alors séduit par le cynisme, car l'art est cynique par essence, et je lui avais répliqué que la division des tâches étant une réalité, d'autres institutions s'en chargeraient et que seul m'importerait la fabrication de l'image, l'œuvre d'art. Mais pourquoi vous parler de ce travail d'étudiant ? Parce qu'il contient cet espace intermédiaire, l'espace utopique et transcendantal qui s'étend entre l'art, d'une part, et de la vie de l'autre. Quelle est la motivation pour un jeune étudiant d'inonder une ville ? Parcourons le livre page à page qui s'appelle « Inondation d'Heidelberg ». Sur la couverture et sous le titre, la photographie d'un cerf prise de dos qui tourne la tête vers l'objectif dans une clairière inondée de soleil. Ces bois sont au centre de l'image et se détachent sur le fond sombre des arbres. Son œil et le bois sont nets, le premier et l'arrière-plan sont flous. L'objectif a saisi un cerf inquiet qui se retourne une dernière fois
avant de s'enfoncer dans la forêt sans que l'on sache d'où il vient ni où il va. Sur la première double page du livre, on peut voir des soldats de guerre de 70, la dernière de guerre gagnée par l'Allemagne d'ailleurs, alignés sur un tube de néon. Ce sont des jouets que je possédais dans mon enfance et qui m'ennuyaient beaucoup. On ne pouvait pas faire grand-chose avec ces soldats de plomb. On pouvait certes leur retirer la tête, mais c'était bien la seule intervention possible pour les transformer. Sur la photo, on les voit en ligne dans la lumière crue de néon, semblant presque dématérialisés. Sous la bande de lumière, on aperçoit dans un miroir les mains de l'artiste tenant l'appareil photo qui cache son visage. Il observe la scène qui se déroule au-dessus de lui comme un polyphème borgne, tandis que la cavalerie est derrière elle l'infanterie se lançant à l'assaut. La page suivante est une coupure de journal avec un article intitulé « L'art du Troisième Reich » qui traite des œuvres d'un homme précaire et où le mot « Künder », l'annonciateur, est souligné. On ne peut pas le lire, mais vous me croyez. « Künder », c'est écrit là. Un mot que j'avais relevé pour son ambivalence dont les nazis avaient fait un mauvais usage à des fins de sacralisation du mouvement et qui désigne également les prophètes de l'Annonciation. Revenons au livre d'inondation à Heidelberg. Ah oui, c'est un peu... Sur ces deux pages, à Rabat... Ah, voilà. On voit au verso de la page de gauche le détail de la reproduction d'une autre sculpture héroïsante et à droite une photo de mon atelier qui représente une table avec quelques ustensiles de peinture. La table est à l'air libre sur le balcon et elle est recouverte d'une fine couche de neige. Une bouteille vide est posée au bord de celle-ci. Cette image, de laquelle émane un sentiment de pauvreté et d'abandon, contraste avec le pathos grandiloquent de la page de gauche. La table occupe toute la page suivante. Sous la fine couche de neige, on distingue les issots à bois, un pinceau au soie collé par la peinture et un mètre prisé. Un papier froissé écrit à la main et des traces de couleur. Sur la double page suivante, une photo de l'atelier fait écho à la vue des salons de la Braunerhaus, la maison des SA. Dans l'atelier de l'artiste figure une table, deux chaises, du matériel de peinture jonchant le sol parmi des coupures de journaux et de magazines. Sur la page de droite, dans le luxueux salon petit bourgeois, des meubles de style sont symétriquement disposés et des appliques dorées éclairent la vaste pièce. Viennent ensuite plusieurs pages avec des formations de soldats de plomb sur fond blanc. Puis une autre double page avec à gauche la salle de réception de la Maison Brune et à droite une vue de l'atelier en gros blanc. L'association des images est purement formelle et les deux formes rondes sautent aux yeux. La table brune et l'assiette noire du même diamètre avec un pinceau imbibé. L'assiette est posée sur une petite table avec les reliefs d'un repas, une boîte de conserve vide, un couteau, une fourchette, des épluchures de pommes de terre. L'ensemble repose sur une nappe travaillée au crochet, en parfait écho avec l'atmosphère un tantinet mesquine de la pièce de la Maison Brune. Cette double page est décisive car elle va nous guider à travers le livre.
elle révèle la stratégie de l'artiste en quête de correspondance formelle, comme celle de l'assiette et de la table, dont leur diamètre identique crée le lien entre les deux pages, un lien ostentatoire. L'artiste considère la maison des SA en tant que telle pour l'introduire dans son atelier. Mais en se l'appropriant d'une manière aussi superficielle, il s'en distancie de nouveau. Les correspondances se retrouvent partout, en d'autres temps, d'autres lieux. Pour cet artifice, l'épouvantable brown house devient un matériau au même titre que la couleur, la terre, etc. Sur cette autre double page, il fallait une autre. Voilà. Sur cette autre double page, on voit de nouveau les soldats de plomb, dont plusieurs sont tombés. Ils sont confrontés à une sculpture de précaire Flora. Voilà. Avec ses doigts lisses et gracieux, la femme semble mettre en scène la chute des cavaliers, tirés des fils invisibles qui font se tenir debout les soldats ou les renverser. Heidelberg et les ruines du château près du haut commandement des armées de Bendlerstraße apparaissent pour la première fois sur le rabat de droite de cette double page. On devine qu'il va à son tour devenir ruine, mais pas comme celles du château qui sont entretenues en l'état. Puis viennent plusieurs pages de texte issus de mon journal qui traitent de l'idée d'inondation et de deux problèmes, l'un sur la faisabilité technique et l'autre plus complexe du fait qu'une fois l'action explicitée, il n'est pas nécessaire de la réaliser. J'ai exprimé cette notion de redondance lors de la leçon inaugurale, à savoir évoquer une œuvre alors qu'elle est déjà exécutée. Aujourd'hui, on formulerait le problème de cette façon. Des images fictives de l'effondrement des tours du World Trade Center pourraient-elles être aussi belles et saisissantes que les véritables images ? Nous venons de parler de l'impact des images de la chute des tours. Dans le texte sur les inondations, il est expliqué que la digue rompait dès que l'eau atteindrait le haut du parapet. Si elle rompait trop tôt, cela signalerait le manque de sérieux du projet, calcul bâclé, etc. Idem, si la digue ne rompait pas une fois l'eau passée par-dessus. On peut lire « Ce texte n'a pas été écrit pour le simple fait d'écrire à la machine sans faute, il est écrit pour éviter les inondations. » On constate que l'on a écrit durant 3 ou 4 jours sur les inondations, anticipant l'échec du projet. 6 projets il y a dans son sens et sa forme. L'inondation de Heidelberg se déroule virtuellement sur les pages suivantes. Les photos deviennent de plus en plus sombres, presque noires, puis il y a retournement. La couleur réapparaît, c'est la couleur, mais non, ce n'est pas la photo. Certaines pages sont peintes en noir, cette même couleur aperçue dans l'assiette avec le pinceau, une huile noire sur un fin papier d'emballage qui laisse transparaître le verso. On distingue alors la vase sombre qui subsiste après que l'eau se soit retirée, laissant toutes sortes de détruites. Cette peinture réelle devient alors la consolation pour une inondation qui n'a pas eu lieu, sinon sur le papier où ses traces sont apparemment visibles. Belle apparence, j'espère. Revenons à la littérature. Un seul livre serait en mesure de rivaliser avec le journal du voleur. Ce sont les dithyrambes de Dionysos de Nietzsche.
Lisons Nietzsche. Ne l'oublie pas, homme, que la volupté consume, c'est toi la pierre, le désert, toi qui es la mort. De même que chez Genet, vers le cosmique, nous observons ici l'extension de l'humain au géologique, le déplacement de la centralité de l'homme, allant de l'organique à l'anorganique. Poursuivons la lecture. Le désert croît, malheur à qui abrite les déserts. La pierre crisse contre la pierre, le désert enserre et il étouffe. On retrouve le même mépris du monde et de son environnement social. Genet prend ses distances avec autrui en acceptant ce verdict, tout en faisant de lui-même ce qu'ils ont fait de lui, à savoir un voleur. Mais en exacerbant le trait de façon à rendre le tour impossible. Chez Nietzsche, on peut lire « Ce que tous détestent, ce que je suis seul à aimer ». Et d'ailleurs, les derniers poèmes sont pleins de railleries, de calembours, traduisant sa rupture avec la société de son temps. Ou bien vous faudrait-il quelque fortifiant, un cordial, qui serait peut-être ici ou à sa place, quelques maximes embaumées, quelques solennelles admonestations, rugir à nouveau, prêcher en rugissant, tel un lion moralisant, rugir face aux filles du désert. Dans un autre passage, il se compare à un sapin hésitant au bord du précipice, immobile, à l'endroit même où les rochers frissonnent à l'idée de l'abîme. À l'endroit où tout tire vers le bas, les torrents et les éboulis. Il n'hésite pas et tourne sa persévérance en dérision. Ils se sont pris au piège, chassés par lui-même, étranglés par sa propre corde. Il ne laisse à nul autre le soin de le juger, de le pendre. Il le fait lui-même. Il se reconnaît lui-même, de même que les occupants du paradis prétendent être Dieu. Je lis, « Un malade désormais, victime du venin, ce qui s'élève une tour de 1000 fardeaux écrasés par toi-même. Un savant qui se connaît lui-même. Tu as cherché le fardeau le plus lourd et c'est toi que tu as trouvé. On ne te débarrassera pas de toi. Le mal s'est infiltré dans les deux hommes, alors que Genet se sert d'une société que cependant il honnit. Nietzsche reste seul face à l'abîme. Le face-à-face avec la société, les faits miroirs, l'anti-image qu'en fixe Genet, l'image des réprouvés dont il s'éloigne, ne se trouve pas chez Nietzsche. Je lis. Désormais, recroquevillé entre deux néants, point d'interrogation, énigme écoulée, énigme pour oiseaux peu proies. Ils viendront bientôt te résoudre, ils ont faim en pensant à cette solution. Ils battent des ailes autour de toi, leur énigme autour de toi pendu, ô Zarathustra, connaisseur de toi-même, bourreau de toi-même. Dans ce passage de Dithyrambe, Nietzsche va encore plus loin que Genet en abolissant la relation homme-chose, allant jusqu'à nier l'objectivation de l'homme. On peut lire ceci, « Jour de ma vie, le soleil décline, déjà des flots s'étalent unis en nappes d'or. Du rocher s'exhale une chaude haleine, ne serait-ce pas qu'à midi le bonheur y dormait sa sieste. Des lueurs d'émeraude, reflets de bonheur, se jouent encore sur l'abîme brun. »
on peut y déceler également la notion de bonheur, une forme de bonheur dont l'homme est l'éventuel support. Ce n'est pas, en effet, un homme heureux qui se repose sur le rocher chauffé par le soleil, mais le bonheur comme tel, sans autre support, n'appartenant à personne, et s'il devait avoir une appartenance, elle serait au rocher. Un bonheur abstrait, déconnecté de tout support et qui semble avoir réchauffé la pierre. On ne saurait nier l'homme avec plus d'efficacité et voir l'homme lui-même s'effacer avec plus de détermination. Dès lors que l'on admet l'illusion qu'est le monde, ce qui peut encore subsister, à savoir le désir et l'espoir, semble avoir ici sombré dans un abîme sans fond. Je lis. Désir, espoir, tout a sombré, calme est mon âme et calme est la mer. Nietzsche utilise un accord singulier comme si désir, espoir et âme, mer n'étaient qu'un. Or, ce sentiment n'est-il pas également sous-jacent dans l'ultime conclusion chez Genet ? L'antithèse qu'il abandonne telle une épave ou le premier étage d'une fusée pour mieux se rapprocher du néant. Chez Genet, l'énigme et sa solution demeurent sans contrepartie. Autre chose surprend à la lecture, le sentiment d'être en présence d'un fleuve d'amour. On y voit en effet d'enivrants chants de pavots rouges que l'on aimerait toucher. Sa poésie s'apparente à un jardin dans lequel l'on rêve de pénétrer. Alors que Nietzsche est celui qui endosse le refus, où l'homme mortellement blessé ne parvint plus à métamorphoser les cloaques en parfums, les abandonnant à leur puanteur et nous tirant en arrière. À la fin de sa vie, nous l'avons vu, Genet retourne vers le sud, vers Osama Ben Laden, vers Nietzsche, qui écrit « C'est que je viens de l'Europe, qui est davantage rangée par le doute que toutes les petites épouses. Puisse Dieu l'améliorer. Amen. » Il existe différentes façons d'aborder ce poème, d'en examiner les divers niveaux d'interprétation à travers lesquels se manifestent les disproportions, les mésalliances qui subsistent entre l'art et la vie. Jean Genet et son journal de voleur nous ont permis d'apprécier la complétude du romancier à travers laquelle son radicalisme moral et poétique flamboie, ne faisant qu'un de sa vie et de son œuvre. Nietzsche, pour lequel Genet a eu de l'estime, force notre admiration en allant encore plus loin dans la solitude dans laquelle son art l'enferme, si ce n'est la folie. Merci.